بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la suite, chapitre numéro 1, fait le module théorie de signal pour l'essence de S4. Nous sommes arrivés à la classification des signaux. On a dit qu'on peut envisager plusieurs modes de classification pour les signaux suivant leurs propriétés, bien sûr. On va commencer par le premier type de classification, c'est la classification phénoménologique. Dans cette classification, on considère la nature de l'évolution du signal en fonction du temps, bien sûr. Il apparaît deux types de signaux. On trouve soit les signaux déterministes qui sont des signaux certains et leur évolution en fonction du temps peut être parfaitement modélisée par une description mathématique ou bien graphique. On retrouve dans cette classe les signaux périodiques, apériodiques, les signaux transitoires et à support borné ou bien durée limitée. Donc, on trouve dans cette figure un exemple d'un signal périodique, d'un signal apériodique et d'un signal transitoire. Donc, ici, par exemple, la périodique, il est à support non borné. Pour le transitoire, il est à support borné. On passe au signaux réel. Donc, c'est un signal représentant une grandeur physique. Son modèle mathématique, c'est une fonction réelle. Exemple, la tension aux bornes d'un condensateur. Et deuxième type, c'est bien sûr les signaux aléatoires ou bien ce qu'on appelle les signaux stochastiques. Ce sont des signaux dont l'évolution temporelle est imprévisible et dont on ne peut pas prédire la valeur à un temps t. La description est basée sur les propriétés statistiques des signaux, par exemple la moyenne, la variance, la loi de probabilité, etc. Pour les signaux aléatoires, on peut trouver aussi les signaux aléatoires stationnaires. Ils sont stationnaires, bien sûr, si leurs caractéristiques statistiques ne varient pas au cours du temps. Exemple, le résultat d'un gène de lance de toutes les secondes. Donc, si par exemple vous trouvez une moyenne qui est égale à 3,5, l'écart type est égal à 1,87. Voici un exemple d'un signal stationnaire, ici un signal non stationnaire. Deuxième type de classification, c'est bien sûr la classification énergétique. Si vous avez un signal x de t défini sur un intervalle de moins l'infini à plus l'infini et t0 un intervalle de temps, pour calculer l'énergie de signal x de t, on doit utiliser la formule suivante. Donc, l'énergie, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. Ou bien, on peut utiliser la limite quand t0 tend vers l'infini, l'intégrale de moins t0 sur 2 jusqu'à t0 sur 2 de x de t élevé au carré dt. La puissance moyenne d'un signal x de t, donc P, c'est la limite de 1 sur t0 quand t0 tend vers l'infini, un intégral entre moins t0 sur 2 et t0 sur 2 de x de t élevé au carré dt. Donc, la puissance, elle est homogène à l'énergie divisée par le temps. Maintenant, si on va parler des signaux périodiques de période de grand T, on trouve que la puissance égale à 1 sur grand T, l'intégrale entre moins T sur 2 et plus T sur 2 de x de T élevé au carré dt. Et on distingue les signaux à énergie finie. Ils possèdent une puissance moyenne nulle et une énergie finie, bien sûr. C'est le cas des signaux représentant une grandeur physique et aussi les signaux transitoires à support borné. Les signaux à puissance moyenne finie, ils possèdent une énergie infinie et sont donc physiquement irréalisables. Le cas des signaux périodiques est la notion valable pour les signaux aléatoires et déterministes. Troisièmement, on passe à la classification formologique. Donc, selon que le signal x de t et la variable t est continue ou bien discrète, donc vous avez par exemple la période d'échantillonnage égale à t par grand T, on distingue 4 types de signaux. Les signaux analogiques dont l'amplitude et le temps sont continus, les signaux quantifiés dont l'amplitude est discrète et le temps continu, les signaux échantillonnés dont l'amplitude est continue et le temps est discret, et on se trouve aussi les signaux numériques dont l'amplitude et le temps sont discrets. Donc, vous avez ici un signal continu, un signal discret et un signal quantifié et échantillonné.
On parle maintenant de la classification spectrale. Donc, l'analyse spectrale d'un signal ou bien la répartition énergétique en fonction de la fréquence conduit à une classification. On trouve des signaux à basse fréquence, des signaux de haute fréquence, des signaux à bande étroite et signaux à large bande. À titre d'exemple, vous avez euh, plusieurs types de signaux qu'on va parler par la suite. Maintenant, on passe aux signaux particuliers en théorie de signal. Donc, afin de simplifier les opérations ainsi que les formules obtenues, certains signaux fréquemment rencontrés en traitement de signal disposent d'une modélisation propre. On trouve la fonction signée. Nous avons signe de t égale à -1 pour t négative, égale à +1 pour t positive. Par convention, on admet pour valeur à l'origine la fonction signe de t égale à 0 pour t égale à 0. Deuxième fonction, c'est la fonction échelon. Nous avons i de t égale à 0 pour t négative, égale à +1 pour t supérieur à 0. Donc, voici sa représentation graphique. La fonction rampe, nous avons r de t qui est égal à t par l'échelon u de t. C'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la fonction échelon u de taux dt. Voici la représentation graphique de notre fonction rampe. C'est une équation qui passe par l'origine d'amplitude max égale à 1. Quatrième fonction, c'est la fonction rectangulaire. Nous avons rect de t sur grand T égale à 1 pour t en valeur absolue sur t, soit inférieur à 1 demi et 0 ailleurs. Voici la représentation graphique de notre fonction rectangulaire d'amplitude égale à 1, la période égale à grand T, donc il est centré 0, donc il est compris entre moins t sur 2 et plus t sur 2. Nous avons une remarque que la forme générale d'une portée de centre T0 et de largeur grand T, c'est bien x de t égale à A rect de t moins T0 sur grand T. Avec A, c'est l'amplitude, T0, c'est le centre et T, c'est la largeur. Maintenant, on va parler de l'impulsion de Dirac. Nous avons par définition, si nous avons fait une fonction, la distribution de Dirac ou bien l'impulsion de Dirac est définie par Dirac de f égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t par phi de t par Dirac de t dt, donc est égal tout simplement la fonction phi de 0. Dirac appliqué à une fonction égale la valeur de fonction phi le point 0. Nous avons une remarque. Il n'existe pas de fonction taupe vérifiant cette propriété. Cependant, pour des raisons de commodité, on la note souvent comme une fonction de t. Dirac de t représenté par Dirac de t égale à l'infini pour t égale à 0, égale à 0 pour t différent de 0. On l'a schématisé par le symbole flèche vers le haut et le 1 marqué sur la flèche pleine représente l'air ou bien l'énergie de cette impulsion et non la hauteur de l'impulsion. Autre définition, on peut encore considérer comme la dérivée de la fonction échelon. Dirac de t, c'est la dérivée de l'échelon de t par rapport à t. À partir du signal porte, nous avons Dirac de t, c'est la limite de 1 sur taux quand on tend vers 0 de règle de taux de t. Les propriétés, nous avons pour l'intégrale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt égale à 1. Nous avons aussi que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par Dirac de t dt égale à x de 0. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par Dirac de t moins t0 dt égale à x de t0. Pour le produit, nous avons x de t multiplié par Dirac de t est égal à x de 0, Dirac de t égale x de 0. X de t par Dirac de t moins t0 égale à x de t0 par Dirac de t moins t0. Tout simplement, c'est x le point t0. C'est quoi une peinette de Dirac? C'est la somme infinie d'impulsions de Dirac régulièrement espacées de T0. Nous avons Dirac de T0 de T égale la somme de K commençant de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T moins K T0. Voici sa représentation graphique. Pour les propriétés, nous avons x de t par Dirac de t0 de t. C'est la somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini de x de k t0 par Dirac de t moins k t0. Donc, c'est l'échantillonnage tout simplement d'une fonction x de t.
Cette suite est parfois appelée trait d'impulsion ou bien fonction d'échantillonnage. Ce type de signal est principalement utilisé en échantillonnage. On passe maintenant à la fonction triangulaire, sachant que tri de t égale à 1 moins valeur absolue de t pour t compris entre 0 et inférieur à 0 égale à 0 ailleurs. D'une manière générale, on note x de t par l'amplitude A, tri de t moins le centre sur 2 fois la période grand T. Voici la représentation graphique d'un signal tri de t centré de 0 d'amplitude égale à 1. Ici, c'est la représentation de x de t qui est l'amplitude égale à A, centré taux et la période égale à 2t. A représente bien sûr l'amplitude de notre signal. Tau, c'est le centre de symétrie. Et 2t, c'est la largeur ou bien la période. On termine avec la fonction sinus cardinal. La fonction sinus cardinal est définie par sinus cardinal de t qui est égal à sinus pi t sur pi t. Cette fonction joue un rôle très important en traitement du signal. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.